Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français. Bienvenue. Aujourd'hui, une discussion sur un angle assez particulier des conflits entre actionnaires ici en Luxembourg. On va parler de l'utilisation, disons, stratégique du droit pénal. Oui, tout à fait. Comment certaines accusations pénales deviennent de véritables armes. C'est ça. On pense notamment à l'abus de biens sociaux, l'ABS, mais aussi à l'abus de confiance ou même l'escroquerie. Un arsenal juridique où la gouvernance rencontre le pénal. Exactement. Et c'est un terrain complexe. Alors, justement, on va essayer d'éclaircir 3 points. D'abord, comment ces infractions s'articulent, laquelle choisir en quelque sorte. Ensuite, l'importance, cruciale je crois, de l'intention frauduleuse, la fameuse mauvaise foi. Le nerf de la guerre, souvent. Et enfin, voir la plainte pénale comme un levier. Puissant, oui, mais peut-être à double tranchant. C'est exactement ça. Mais avant d'entrer dans ces stratégies, peut-être un rappel rapide sur les bases. Oui, bonne idée. Le droit pénal luxembourgeois repose sur des principes fondamentaux. D'abord, la légalité. Nulla poena sine lege. Pas de sanctions sans texte clair et précis. Interprétation stricte. Classique, mais essentiel. Et puis, la responsabilité pénale. Pas seulement des individus, mais aussi des sociétés elles-mêmes, depuis la réforme de 2010. Ah oui, important ça. La société peut être poursuivie. Oui, pour des actes commis en son nom et dans son intérêt par ses dirigeants ou organes. Et ça n'empêche pas de poursuivre le dirigeant aussi. Une double poursuite est possible. D'accord. Avec des sanctions potentiellement lourdes pour l'entreprise. Très lourde. Amende jusqu'à 750 000 €, confiscation, exclusion des marchés publics, voire la dissolution dans les cas extrêmes. Bon, le décor est planté. Alors, l'infraction phare dans ces conflits, c'est souvent l'abus de biens sociaux, l'ABS. Oui, l'article 1500-11 de la loi de 1915, c'est spécifique aux dirigeants. Attention, dirigeants de droit, mais aussi de fait. Ceux qui tirent les ficelles sans le titre officiel. C'est l'idée. L'infraction, c'est utiliser les biens ou même le crédit de la société. Le crédit, c'est-à-dire. La capacité d'emprunt, la réputation, c'est très large. Et l'utiliser de manière contraire à l'intérêt social. Qu'est-ce que ça veut dire, contraire à l'intérêt social? Un risque anormal? Exactement. Un risque anormal sans contrepartie suffisante pour la société. Et, élément fondamental, il faut la mauvaise foi. Voilà, on y revient. Oui, c'est-à-dire que le dirigeant doit avoir agi dans un intérêt personnel, direct ou indirect, ou pour favoriser une autre entreprise où il a des intérêts. D'accord. Et la preuve de cette mauvaise foi, c'est souvent là que ça coince. C'est le point clé. En théorie, la charge pèse sur le parquet. Mais en pratique, Oui. face à des opérations suspectes, on demande souvent au dirigeant s'expliquer. S'il ne peut pas justifier l'usage des fonds, l'absence de documents, ça peut peser lourd. Donc, la documentation, c'est la survie pour un dirigeant. Absolument crucial. La fameuse doctrine Rosenblum sur les flux intragroupes apporte des nuances, mais ne dispense jamais de justifier l'intérêt pour chaque société. Et si ce n'est pas un dirigeant, ou si l'intérêt social n'est pas si clair, on fait quoi? Alors, on peut regarder du côté de l'abus de confiance, article 491 du Code pénal. Différent de l'ABS? Oui. Ici, il faut 3 choses. Un accord initial où on vous confie un bien sans vous en donner la propriété, une remise précaire. Puis, un acte de détournement. Et enfin, une intention frauduleuse spécifique, savoir qu'on viole les droits du propriétaire. C'est une sorte de plan B si l'ABS ne colle pas. On peut le voir comme ça. C'est une qualification plus générale. Et l'escroquerie, la fraude? Oui, article 496. Là, l'accent est mis sur la tromperie initiale pour obtenir quelque chose. Mais attention, un simple mensonge ne suffit pas. Il faut plus qu'à. Il faut des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire utiliser un faux nom, une fausse qualité ou carrément une mise en scène, des documents falsifiés pour tromper la victime et la pousser à remettre un bien, de l'argent, etc. Une tromperie active, élaborée. C'est ça. On entend parfois parler d'escroquerie en bande organisée, mais au Luxembourg, ce n'est pas une infraction en soi. C'est l'escroquerie classique, mais avec la circonstance aggravante d'association de malfaiteurs ou d'organisations criminelles, ce qui est plus lourd, mais aussi plus complexe à prouver. Très clair. Venons-en à la stratégie. Comment un actionnaire mécontent peut-il utiliser ces outils-là?
Comment ça démarre concrètement? Il y a plusieurs façons de lancer l'action pénale. La plus simple, c'est la plainte simple au parquet. Mais le parquet décide s'il poursuit ou pas. C'est le principe d'opportunité des poursuites. Il peut classer sans suite. Exactement. Pour forcer l'enquête, il y a la plainte avec constitution de partie civile. On s'adresse directement à un juge d'instruction. Et là, le juge est obligé d'enquêter. Il doit ouvrir une information judiciaire, oui. Ça retire l'opportunité au parquet. C'est évidemment plus agressif. Il y a aussi la citation directe si le parquet a classé, mais c'est plus technique. On voit bien le levier potentiel de la partie civile. Mais est-ce que le but, c'est toujours la condamnation pénale? Honnêtement, pas toujours. Souvent, l'objectif est ailleurs. C'est la pression. La pression. Oui, la pression personnelle sur le dirigeant, le risque de prison, même théorique, l'atteinte à la réputation, c'est énorme. Ensuite, la puissance d'enquête de l'État, perquisition, accès aux comptes bancaires, des choses impossibles en procédure civile. Et les conséquences en matière de LBC-FT, le blanchiment? Justement, l'ABS est une infraction primaire de blanchissement. Donc, une enquête pour ABS peut déclencher des obligations de déclaration de soupçons, bloquer des relations d'affaires. C'est un levier très fort pour forcer une négociation. Forcer l'autre à vendre ses parts, à démissionner? Précisément. Ou à trouver un accord global pour éteindre tous les litiges. Parfois, l'action pénale est juste un moyen d'obtenir une solution commerciale ou financière. N'oublions pas l'action ut singulei, où les dommages sont réclamés au nom de la société. Mais ça semble risqué, non? De lancer une machine pareille. Très risqué. D'abord, le temps. Les délais sont longs. On parlait de 619 jours en moyenne en 2023 pour une instruction. C'est un facteur stratégique en soi. Presque 2 ans. Ensuite, on perd le contrôle. Une fois lancée, la procédure peut révéler des choses imprévues. Et puis, les coûts. Ah, les coûts. Il y a la consignation à verser pour la partie civile, pour garantir le paiement d'une éventuelle amende civile, surtout les frais d'expertise, notamment comptables, pour analyser les flux financiers peuvent être astronomiques. Sans parler des honoraires d'avocat. Évidemment, souvent facturés au temps passé, avec des taux horaires qui peuvent être élevés, 250, 350 € de l'heure, voire plus. Plus la TVA à 17%. Et le risque ultime? La contre-attaque. Si la plainte est jugée abusive, faite de mauvaise foi, dans le but de nuire, on risque une plainte pour dénonciation calomnieuse. Et là, c'est l'arroseur arrosé. Donc, un outil puissant, mais la manier avec d'infinies précautions. Absolument. Ce n'est pas une démarche à prendre à la légère. Bon, si on devait résumer les points essentiels de notre discussion, Je dirais 1. Bien comprendre la hiérarchie et les spécificités de chaque infraction, ABS, abus de confiance, escroquerie. d'accord. 2. L'élément central, quasi systématiquement, c'est l'intention frauduleuse, la mauvaise foi. C'est là-dessus que tout se joue souvent. La charge de la preuve étant un enjeu majeur. Tout à fait. Et 3. La plainte pénale est un levier stratégique indéniable pour faire pression et négocier, mais il faut être conscient des délais, des coûts et des risques, y compris celui de la dénonciation calomnieuse. Parfait. Une analyse très claire. Merci beaucoup. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Phonecast en version française.